patronale et sectorielle. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent parmi nous ce matin à la 31e Assemblée Générale de l'AMM. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au développement du secteur manufacturier dans un contexte qui, vous le savez, évolue rapidement. Cette matinée s'articulera autour de 3 points forts. Nous aurons d'abord les interventions de l'AMM et nous devions aussi avoir l'intervention de notre honorable ministre de tutelle qui s'excuse malheureusement de ne pas avoir pu nous rejoindre. Nous enchaînerons ensuite sur la présentation du tant attendu programme En route vers l'international ainsi que la présentation des entreprises engagées de la part. Nous terminerons ensuite avec une intervention de l'industriel et observateur François Duprivel qui a tenu à se joindre à nous, même à distance, et qui partagera sa lecture du secteur manufacturier dans le contexte actuel. Sans plus tarder, je vous invite à accueillir M. Lorentzon, président sortant du conseil d'administration de l'AMM, à s'adresser à vous. Merci madame. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je souhaite un bon rétablissement au ministre de l'Industrie qui n'a pas pu être là ce matin, les membres du conseil d'administration de l'AMM, Monsieur le docteur Hamdani, secrétaire général de l'AMM. Je suis là. Le partenaire de l'AMCB, d'IBL, qui doit retenons. Monsieur François de Grivel, qui nous suit à distance, et je salue aussi les équipes de l'AMM et du Médinois. Mesdames et messieurs, les anciens présidents, membres du conseil d'administration, chers partenaires, c'est avec une émotion aujourd'hui que je prends la parole pour ouvrir cette séance protocolaire. En tant que président sortant, et avec la fierté de vous remettre une association bien plus forte qu'elle ne l'était. Cette force, permettez-moi de dire clairement, est le fruit d'un travail collectif et c'est précisément ce que je voudrais saluer ce matin. À mon conseil d'administration, je vous dis merci. Vous avez porté ce mandat avec conviction et rigueur. Vous avez maintenu le cap dans un contexte qui ne le rendait pas toujours facile. Aux équipes de l'AMM et du Médinois, à qui je fais une mention particulière, à cette équipe de jeunes managers responsables des opérations et des projets, au jour le jour, ils ont su faire preuve d'initiative, de rigueur et de maturité. Ils sont, à mes yeux, l'une des plus belles réussites de cette période. L'AMM, je vous l'assure, est entre de bonnes mains. À ce titre, je souhaite adresser un mot sincère au nouveau conseil d'administration qui prend ses fonctions aujourd'hui. Je félicite aussi Jean-Pierre Cajun qui était ce matin, M. Jean-Pierre Lecombe de Inotis, qui va être notre nouveau président. Vous héritez d'une association solide, ancrée dans ses valeurs, mais résolument tournée vers l'avenir. Les défis sont réels, les attentes de nos membres sont encore plus grandes. Je sais que vous en êtes pleinement conscient. Comptez sur la continuité de l'engagement des équipes et sur la solidarité de tous les anciens présidents. Nous serons là pour vous. Nous avons aussi le ministre qui, pendant toute l'année, ces 2 dernières années, nous a donné pleinement d'écoute et de support. Donc je le remercie de loin. Et notre dialogue a toujours été sincère, constructif, parfois exigeant, mais toujours orienté vers l'intérêt du pays et de notre économie. Merci de continuer à nous accorder cette écoute. Je souhaite également marquer ce moment d'une note d'espoir particulière. Aujourd'hui, nous allons saluer les premières entreprises à nous rejoindre pour le programme En route vers l'international, un projet
qui m'est tenu à cœur les 3 dernières années. Elles ont fait le choix courageux de s'engager dans une démarche structurante et exigeante. Elles montrent la voie et à elles, je vous dis, vous avez raison. Et nous sommes fiers de vous accompagner. Mesdames et messieurs, ce que nous célébrons, c'est avant tout une association vivante qui dialogue, qui se renouvelle et qui croit profondément au potentiel du secteur manufacturier mauricien. Je cède maintenant la parole à la suite de cette cérémonie avec la conviction que le meilleur reste à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette intervention et pour cette dernière prise de parole en cette qualité parmi nous. Nous poursuivons la matinée avec la présentation des enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui. J'invite Samuel Mojan, notre nouveau Deputy Chief Operations Officer de l'AMM, à vous adresser ses salutations. Merci à vous. Les membres du conseil d'administration de l'AMM, mesdames et messieurs représentant nos différents partenaires et institutions, chers membres de l'AMM et adhérents du Midi de Maurice, c'est une bonne occasion ce jour de m'adresser à vous pour la première fois dans mes nouvelles fonctions. Je tiens à remercier avec un profond respect le travail accompli ces dernières années par les équipes, la direction et le conseil d'administration de l'AMM. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre que nous souhaitons continuer à écrire avec vous. Je vous assure que l'AMM est à présent plus que jamais un acteur structurant du climat économique mauricien. Cette dynamique ne s'interrompt pas, elle se poursuit. L'AMM restera en effet au centre du débat économique. Voilà. Elle se poursuit. Pardon. C'est en cela que je tiens à saluer à mes côtés mes collègues Tana Sokamali, Yann Charlotte et Anya Dandou, soutenus par Yannick Anquetil, avec qui nous formons aujourd'hui une équipe de direction pleinement mobilisée pour la continuité de notre mission et la relève des défis à venir. Et nous en aurons. Nous parlons souvent de crise, et en effet, en 6 ans, nous avons été confrontés à une succession de chocs majeurs. La pandémie, la guerre en Ukraine et désormais les tensions au Moyen-Orient. Ces événements ont un point en commun, leur impact immédiat sur des économies ouvertes et dépendantes des importations comme la nôtre. Dans ce contexte, un constat s'impose. À chaque épisode de tension, l'industrie locale a tenu. Nos industriels ont produit, ont approvisionné. Autrement dit, le secteur manufacturier a joué un rôle d'équilibre et de choc absorbe. Et pourtant, notre approche de l'industrie demeure encore trop souvent réactive. Nous intervenons en première ligne lorsque la contrainte apparaît. Ce positionnement atteint aujourd'hui ses limites. À l'échelle internationale, les grandes entreprises ont déjà pris acte de ces évolutions. Elles sécurisent la chaîne d'approvisionnement, elles renforcent leur base productive, elles anticipent sur la durée. Nous devons aussi nous inscrire dans cette logique. Dans cette perspective, nous attendons le futur Industry Bill, qui revêt une importance particulière cette année. Il peut marquer un véritable infléchissement ou prolonger des équilibres devenus aujourd'hui insuffisants. Les mesures annoncées récemment pour renforcer la sécurité alimentaire vont dans le bon sens. Elles traduisent une prise de conscience nécessaire, mais elles doivent aussi nous amener à aller plus loin. Aujourd'hui, Maurice représente près de 66 milliards de roupies en matière de consommation agroalimentaire, pour une production locale d'environ 6 milliards. Cet écart est considérable et met en évidence notre dépendance structurelle. Il faut à présent se poser des questions de fond. Que savons-nous déjà produire localement et dans quelles conditions pouvons-nous en faire davantage? Qu'est-il possible de diversifier pour augmenter notre part locale chez ces 66 milliards? C'est à partir de cette base que toute stratégie crédible doit se construire. Cela implique de consolider les filières existantes, de renforcer et protéger ce qui fonctionne déjà, mais aussi d'éviter d'importer ce que nous sommes en mesure de produire ici à un certain volume. Dans le même temps, cette situation mondiale ouvre une perspective, celle de structurer une approche plus cohérente de l'import-substitution, adaptée à nos réalités. Cela suppose une coordination plus étroite entre production, transformation, distribution et un alignement de l'État avec notre vision, allant de pair évidemment
avec l'évolution progressive et nécessaire de nos habitudes de consommation. L'objectif doit être clair. Transformer ces mesures d'urgence prises dans un contexte géopolitique instable en une stratégie territoriale sur le très long terme. Dans ce cadre, le rôle de l'AMM est aussi d'apporter des réponses concrètes. Le programme En route vers l'international repose sur un constat simple. L'internationalisation s'impose progressivement à nos entreprises, dans une réalité de petits marchés où la concurrence fait face aux produits importés et rudes. Mais elle est trop souvent abordée sans méthode. Nous avons donc fait un choix éclairé, celui d'accompagner différemment et concrètement. C'est un travail exigeant, mais nous relevons ce pari. Nous l'avons toujours dit, chaque réussite à l'international renforce en retour notre tissu économique local. Au-delà de notre ambition de propulser les Domestic Oriented Enterprises vers les marchés internationaux, le programme ERVI vise également à réduire progressivement la frontière entre les entreprises tournées vers le marché local, les DOEs, et celles orientées vers l'export, les EOEs, sous l'égide d'une seule et même industrie mauricienne. Car il s'agit bien d'un seul et même écosystème évoluant sur un marché global. Notre territoire doit donc plus être perçu comme un environnement isolé, mais comme un point d'ancrage au sein d'un espace économique plus large qu'il nous appartient d'appréhender et d'exploiter autrement. J'en profite pour remercier à nouveau nos partenaires de ce programme, le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives, l'ANCB, notre partenaire historique du Made in Maurice, le groupe IBM et EY Partenon, pour leur confiance et leur vision partagée afin de faire rayonner et capitaliser notre savoir-faire, se traduisant ici en cette première édition du programme ERVI. Mesdames et messieurs, nous traversons une période charnière durant laquelle nous pouvons et nous devons saisir les opportunités qui y émergent. Il n'y a pas d'illusion à avoir, mais nous avons une responsabilité aujourd'hui, en tant que professionnel, mais aussi à titre de jeune père de famille. Je me projette dans l'avenir de ce pays. Cet avenir ne se construira pas ailleurs, il se construira ici, dans nos entreprises. Et il dépend de notre capacité à produire, à nous organiser et à tenir dans la durée. Et c'est dans cet esprit que l'AMM et le Made in Maurice continueront à agir avec engagement. Je vous remercie. Merci beaucoup Samuel. Donc, comme nous l'avions partagé, notre ministre du tutelle, l'honorable Adil Amounia, devait être parmi nous aujourd'hui et a malheureusement dû s'excuser. Néanmoins, son attaché de presse, M. Ziad Isaac, peut quand même nous adresser quelques mots. Merci. Donc, je ne m'attendais pas, bonjour à tous, je ne m'entendais pas prononcer quelques mots justement, mais le ministre s'excuse, il aurait aimé pouvoir être présent aujourd'hui. D'ailleurs, comme vous le savez, il a apporté au maximum son soutien à l'AMM et à vos projets, surtout le Made in Maurice et également en route vers l'international. Il aurait sans doute aimé vous adresser ces encouragements certainement pour aller de l'avant avec ce projet et surtout dans le contexte économique actuel, avec ce qui se passe à travers le monde. Et il sait très bien que il y a beaucoup à faire, et surtout pour nos SMI, nos PME qui veulent progresser, mais malheureusement qui n'ont pas toujours eu pas ce support, mais ce réseau qu'ils veulent certainement développer pour pouvoir exporter et avec certainement beaucoup de passion, vous allez faire ce que vous faites déjà. Et je vous souhaite en tout cas le meilleur. Il s'excuse, il s'excuse. Il aurait aimé être là aujourd'hui, mais il est tombé malade ce matin. On lui souhaite un complet rétablissement. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Sack, pour ces mots qui offrent une très bonne transition. Alors, comme vous le savez, l'AMM vit de plaidoyer, de représentation institutionnelle et de lutte pour le secteur manufacturier local, mais aussi de projets.
Nous vivons de projets terrain. Nous sommes une des associations qui sommes le plus présentes justement aux côtés de nos adhérents dans les usines, dans les poulaillers et justement au niveau de l'industrie des services. Et du coup, nous aimerions vous inviter à retracer cette année 2025 que nous venons de passer à nos côtés en images via une vidéo rétrospective préparée par nous. Bienvenue à cette 3e Assemblée Générale de la Marne. Cette année elle-même fête ses 30 ans. Dans ce contexte, nous allons vivre ensemble 2 temps forts. Et il est logique de commencer par celui de la célébration. Dans un second temps, nous regarderons vers l'avenir, nos ambitions pour les 30 prochaines années. L'industrie locale est un levier de transformation, de souveraineté, d'innovation et d'inclusion. Je souhaite à l'AMM plein de succès dans ses projets à venir et je réitère l'engagement du gouvernement à travailler à vos côtés pour un secteur manufacturier plus dynamique, plus résilient, plus compétitif. La crise étoile c'est un être un chrétien qui n'a pas l'air à faire valoir nos savoir-faire. Ensemble pour la monnaie, ensemble pour avancer.
passera encore plus cette année, donc nous nous attendons au rendez-vous avec nous sur le terrain. Nous allons à présent entrer dans le cœur de la programmation de cette matinée. Merci d'accueillir Yann Charlotte, Head of Operations and New Business Development de l'AMM, ainsi que Julien Morlouzé, partenaire à EY Partner Afrique, pour la présentation du programme En route vers l'international. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous voir en nombre et en bonjour. Comme vous le savez, le programme En route vers l'international découle d'une mesure budgétaire qui vient d'un plaidoyer de l'AMM pour soutenir nos entreprises à s'internationaliser sous toutes ses formes. Peut-être avant de laisser Julien vous donner des détails croustillants de ce qui compose ce programme, revenons un peu sur l'histoire. Parce que c'est important de comprendre, Samuel l'a mentionné dans son discours, le pourquoi d'une initiative. En route vers l'international, c'est l'histoire d'un pays qui s'adapte, c'est l'histoire d'une industrie qui est forte, qui est résiliente et qui n'a pas peur. En effet, on est dans une situation aujourd'hui où le monde change et il y a un repositionnement. La question qu'on s'est posée, c'est quelle est la place de Maurice? Et cette place, elle se trouve dans l'industrie. Dans cette industrie qui, comme a été mentionné par le député Tissio, parlons une résilience. La résilience entend peut-être un manque de ressources, mais vraiment une capacité à s'adapter, à grandir et à faire évoluer son patrimoine, à trouver les ressources qu'il faut pour pouvoir conquérir de nouveaux territoires. Et c'est principalement là que se trouve toute la force du programme international. Quand on parle d'internationalisation, on parle d'export, on parle de joint ventures, on parle d'investissement, on parle de distribution, on parle de différents moyens qu'on va explorer avec nos 10 entreprises pendant 18 mois sur le continent africain et peut-être même au-delà. Donc sans plus attendre, Julien, si tu peux nous donner un peu l'idée de ce qui attend nos participants pendant l'année 2026, 2027 et 2028. Merci. Bonjour à tous. Ravi d'être là. D'autant plus que ça fait maintenant, je pense que ça fait. On a commencé à travailler sur ce programme en février 2025. Donc ça remonte. Effectivement, je pense qu'à l'origine, c'est effectivement une belle rencontre. Où moi, finalement, j'arrivais chez moi maintenant en janvier 2025. Ma rencontre avec l'AMM a été effectivement intéressante parce qu'on s'est retrouvé au moins sur une chose, c'était cette vision sur la manière dont les entreprises à Maurice pouvaient effectivement envisager leur développement international. Il s'avère que j'ai un peu d'expérience sur le sujet et du coup, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à faire. Je vous donnerai un chiffre. Je pense qu'à peu près sur 10 entreprises aujourd'hui qui vont s'engager à l'international, si on ne se prépare pas, j'ai envie de dire qu'il en restera une seule dans 10 ans. La raison est simple, c'est que, comme je viens de dire, si on ne se prépare pas, parce qu'en fait, on peut souvent dire qu'on n'arrive pas à se développer à l'international parce que le marché n'est pas là, parce que, pour tout un tas de bonnes raisons, en fait, la vérité, c'est que dans 95% des cas, c'est tout simplement un manque de préparation, un manque de structuration, un manque de vision, parfois. Et effectivement, tout l'enjeu de RV aujourd'hui, c'est pas seulement d'aider des entreprises à aller chercher davantage de chiffre d'affaires en dehors de Maurice, ou à aller chercher davantage de chiffre d'affaires pour les entreprises qui rejoignent le programme et qui ont déjà une activité. C'est bien plus profond que ça. L'objectif, c'est d'opérer une vraie transformation en fait, de ces entreprises dans leur manière d'aborder leur développement international. Ce n'est pas seulement d'aller chercher encore une fois plus de chiffre d'affaires, c'est véritablement de pouvoir travailler avec elles sur la manière de professionnaliser dans l'entreprise l'internationalisation de l'activité.
tu l'as dit, l'international, c'est pas juste de l'export. L'international, c'est à la fois de savoir aller fidèle à l'étranger, c'est à la fois monter des JV, c'est à la fois de pouvoir structurer un réseau de distributeurs, trouver des bons agents. Mais c'est aussi savoir mieux sourcer, mieux s'approvisionner. C'est pas un mouvement qui est uniquement dans un sens, c'est également aussi dans comment est-ce que ici je peux être aussi beaucoup plus compétitif en achetant mieux à l'international. Bref, c'est tout simplement de se positionner en fait sur l'échiquier mondial. Et Maurice, c'est vrai, est un petit territoire, mais il y a toujours des opportunités. Et il faut savoir en fait les saisir avec beaucoup d'objectivité. Et pour pouvoir être objectif, ça commence déjà par de la méthode, de la discipline, de la rigueur, et essayer au maximum de mettre derrière soi le réflexe d'opportunité. Ça peut certainement, parfois ça peut effectivement apporter de belles choses, mais de fonctionner que par opportunisme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à long terme, et on sait d'autant plus que se développer à l'international, on va dire que pour une entreprise qui commencera aujourd'hui à se développer, allez, on va dire que le break-even point il est à 50. Okay. Donc imaginez, on commence, on démarre, on y va, et en fait, au bout de 3 ans, on se rend compte que là, c'était pas le bon marché, c'était pas le bon pays, c'était pas les bons partenaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on l'a fait effectivement de manière un peu opportuniste. On a conçu un programme en 2 phases, sur 18 mois. 18 mois, c'est long, et en même temps, c'est nécessaire, parce que, encore une fois, on veut accompagner les entreprises et changer finalement leur mindset. Changer de mindset, ça se fait pas comme ça en 2 mois, 3 mois. C'est un travail à long cours. C'est aussi un programme qui a vocation effectivement à transformer l'entreprise. C'est pas seulement d'accompagner le responsable export de l'entreprise. C'est beaucoup plus que ça. Ce qui fait que ça marchera, c'est qu'à partir du moment où toute l'entreprise regarde à l'international. Et je dirais même mieux, le jour où une entreprise ne fait plus de distinction entre son marché local et le marché international, c'est gagné. En fait, il est là le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il faut emmener l'entreprise à regarder là où il y a du marché, là où il y a des opportunités. Parce que finalement, pourquoi on peut se développer en dehors de ces frontières, c'est tout simplement parce qu'il y a plus de potentiel, il y a plus de clients, il y a plus de personnes qui vont vouloir effectivement acheter vos produits. Et tout simplement, à un moment donné, l'échiquier mondial est large, il est grand, on ne peut pas être partout en même temps. Là, on commence à se poser des questions. Okay, je dois aller où? Pour quelle bonne raison? Et puis, si je veux rentrer sur le marché, comment je m'y prends? Et c'est pas parce que j'ai fait un salon il y a 15 jours en Chine ou je sais pas où, que j'ai rencontré fortuitement un agent qui est venu me démarcher, et là, ça y est, j'ai trouvé mon agent. Alors, ça marche pas comme ça. Voilà. J'en ai vu des entreprises et je peux vous dire qu'effectivement, il y en a beaucoup qui à un moment donné, déclenchent des actions comme ça, mais finalement, au bout de quelques mois, il n'y a plus rien. Parce que ça tombe à un moment donné, on se dit tiens, il y a une opportunité. Ouais, mais l'opportunité n'est pas suffisante, c'est pas sustainable, et donc tout le changement doit s'opérer à la mesure où on va effectivement emmener les entreprises dans une direction qui aura été mûrement réfléchie, basée sur effectivement des éléments suffisamment objectivables, avec suffisamment de data, qui vont permettre effectivement à un moment donné de faire des choix et de dire ok, je vais sur tel marché, et maintenant je sais pour quelle raison je vais sur tel marché, je vais utiliser tel mode d'entrée, je sais pour quelle raison je vais utiliser tel mode d'entrée. J'ai un plan d'action, ce plan d'action on va le suivre, je vais avoir une équipe en interne, c'est pas juste une personne, mais c'est véritablement une équipe qui va être mobilisée autour de ce plan, qui fait que on va changer effectivement le mindset. Finalement, l'enjeu c'est professionnaliser. Donc dans professionnaliser, on va parler gouvernance, on va parler compétences en interne, on va parler process, on va parler effectif. Bref, tout un tas de sujets qui, en fait, vont permettre de structurer l'approche du développement international de son entreprise. Alors oui, c'est sûr que ça demande de l'énergie, ça demande du travail, ça demande des investissements en ressources, également en money, mais en même temps, c'est un peu la voie royale en fait pour y arriver. Je pense que
Il est important que chaque entreprise soit sereine en fait, dans le chemin qu'elle poursuit. Et pour être serein, c'est effectivement d'être beaucoup plus solide. Et quand on vient défendre devant son board son business plan à 3 à 5 ans et donc son objectif de croissance, de consolidation de ses positions internationales, l'objectif c'est d'être capable d'être vraiment solide et de pouvoir argumenter en fait chaque choix. Et donc ça fait partie de tous ces enjeux. Donc on aura deux phases, une de 6 mois où on va vraiment être axé sur la stratégie de l'entreprise, consolider la stratégie, éventuellement initier une stratégie internationale, ça va dépendre des profils. Et le deuxième temps fort, c'est ensuite pendant 12 mois un accompagnement individuel de chaque entreprise dans l'exécution de son plan d'action qui aura été préparé sur les 6 premiers mois. À cela, on vient rajouter effectivement des formations en plénière, où là, tous les trimestres, on va rassembler la cohorte autour d'intervenants, autour toujours des sujets de l'internationalisation, pour créer aussi une stimulation collective. Parce que je pense que la force d'un programme comme ça, pour en avoir fait d'autres par le passé, c'est effectivement à un moment donné de pouvoir rassembler autour d'un objectif commun une équipe et de se dire ensemble on partage pendant au moins 18 mois un objectif commun. Ça veut dire que demain vous ne savez pas ce qui peut se passer, mais potentiellement cette équipe, c'est un peu réseau d'alumni aussi qui dure dans le temps, c'est de s'entraider dans vos quêtes respectives à l'international. Et puis localement, ça permet aussi de se rapprocher. Je pense que ça aussi c'est important. On aura également des séquences d'ateliers de travail où là on réunira potentiellement 2-3 entreprises tous les 2 mois autour de thématiques communes, autour de workshops pour effectivement les faire travailler sur des sujets d'intérêt commun, et on est un peu plus là sur une approche opérationnelle. Voilà. Et puis, comme je le disais, il y aura effectivement cet élément, en tout cas cette brique très forte, où chaque entreprise va être accompagnée par les équipes pour effectivement chaque mois les aider dans l'exécution de leur plan, pour aider, pour quelque part désamorcer des points durs, pour essayer d'avancer, pour ouvrir aussi des portes, puisque aujourd'hui le réseau EY c'est quand même 400 000 personnes dans le monde. Chez Parthenon, donc, qui est l'entité conseil en stratégie du groupe, on est à peu près 25 000. Et donc les équipes ici à Maurice en fait ont un champ d'action sur l'Afrique global, donc on s'appuie nous aussi sur les 16 bureaux EY qui sont déjà présents en Afrique, ce qui peut aussi accélérer des prises de contact. Voilà. Je pense que tu as tout dit, en effet. Je ne pense pas. Tout est là. Peut-être pour vous donner une idée aussi de l'ampleur du programme, c'est pas du budget. Si, mais c'est important, parce que je pense qu'effectivement, ce programme, c'est pas juste une idée entre l'AMM et à l'origine web. C'est qu'en fait, très vite, je pense que finalement le premier partenaire qui a suivi, c'est le gouvernement. Puisque l'année dernière, au moment de. C'est ça, du mémorandum, il y a eu une proposition qui a été faite, et grande surprise, il y a eu une enveloppe de 12 millions de roupies qui a été allouée au programme, répartie sur 2 années. Donc là, on s'est dit, tiens, intéressant, il y a une véritable adhésion aussi du gouvernement, le sujet est réellement pris au sérieux, et ok, on y va. Puis après, on a effectivement aussi des partenaires comme la MCB, et suspense alors, qui ont décidé effectivement de rejoindre, ce qui fait qu'on est quand même sur un programme ambitieux, de 43 millions de roupies, pour effectivement aider des entreprises à être encore plus efficaces, à être encore plus performants à l'international. Il est vrai que ce programme ne se destine pas à les petites entreprises. Au contraire, c'est plutôt stimuler des entreprises déjà matures, qui ont déjà une belle activité, qui
Donc déjà potentiellement présents à l'international, l'objectif c'est d'être encore d'accélérer finalement leur croissance. Voilà. Donc justement, parlons de nos partenaires. C'est vrai qu'on parle d'entreprises qui feront bientôt le pari d'aller à l'international, mais il ne faut pas oublier que justement, ce genre de programme existe grâce à des gens qui croient, à des gens qui non seulement mettent des choses comme elles sont, les mains dans la poche, mais aussi les mains à la pâte, et qui croient dans cette idée d'une industrie mauricienne forte, attirante et avec un potentiel de croissance. Donc, nous remercions infiniment la MCD pour son soutien, qui non seulement soutient le Made in Maurice et l'Allemagne depuis 12 ans maintenant, mais qui est aussi là, entame avec nous ce nouveau chapitre de notre histoire, et IBL, le groupe qui s'est positionné aussi comme partenaire du programme, et aussi se positionne non seulement comme un partenaire financier, mais un partenaire aussi d'expérience. On parle d'un groupe qui aujourd'hui se positionne en Afrique, qui accompagne multiples marques de toute taille sur le territoire mauricien, mais aussi à l'international, et qui eux aussi voient dans nos entreprises un potentiel de rayonnement du savoir-faire mauricien à l'international, et bien sûr EY Partners, qui est également partenaire du programme, à la fois pour empower nos entreprises, mais aussi pour soutenir le programme, car eux aussi voient cette vision. Et justement, par rapport à EY Partners, si tu peux peut-être nous présenter ton équipe d'experts qui seront avec nous pendant 18 mois. Alors effectivement, on vous a mis une ébauche d'équipe, parce que bien évidemment, pour accompagner nos entreprises, c'est pas avec 5 ou 6 personnes qu'on va pouvoir faire le job. Donc effectivement, là, on a mis quelques portraits. On a une équipe. Alors, l'avantage qu'on a à Maurice, c'est qu'on a constitué une équipe qui est internationale. C'est-à-dire qu'on a effectivement des Mauriciens, mais on a aussi des profils qui viennent d'un peu partout. États-Unis, Canada, Dubaï, France, UK, Afrique du Sud, qui vient compléter effectivement un dispositif d'équipe mauricien. Donc ça vient amener aussi une exposition, ou qui ont du moins une exposition internationale, ce qui vient rajouter un supplémentaire au niveau de l'équipe. Et puis comme je disais, on a des experts aussi sur l'Afrique. On sera mobilisé en temps et en heure, mais encore une fois, c'est un petit teaser dans le sens où en fonction des besoins, clairement en fonction des besoins des entreprises engagées dans le programme, on saura effectivement mobiliser les expertises nécessaires en temps voulu. Mais globalement, chaque entreprise va être accompagnée par un binôme, voire un trinôme de conseils, de consultants externes, avec un manager, et puis des consultants plutôt seniors, et qui vont effectivement accompagner chaque entreprise dans ce journée. On est à peu près sur un programme de 138 jours hommes par entreprise sur 18 mois, ce qui fait quand même une masse. Et l'objectif, c'est effectivement d'aller chercher pour l'entreprise, d'aller co-construire avec elle toutes des vrais wins et des vraies croissances. Alors, rapidement, parce qu'on entend à l'oreillette que passe, et c'est vrai. Peut-être rapidement un topo sur les critères. Les entreprises qu'on vous présentera aujourd'hui n'ont pas été sélectionnées au hasard et reposent quand même sur des fondations assez solides. Comme Julien disait, on cherche des champions qui viennent ouvrir la voie. Donc rapidement, une entreprise sélectionnée pour la RDI aura un chiffre d'affaires alors au-delà de 200 millions ou la preuve d'une couverture de marché quand même conséquente à Maurice. Ce sont des entreprises qui ont une structure financière viable et aussi une certaine expérience à ce niveau-là. Ce sont des entreprises qui ont déjà ou sont en train d'implémenter des normes de qualité, soit-elles à Maurice ou à l'international, et ce sont des entreprises qui ont déjà, on va dire, un pied dehors ou une expérience à l'export. Donc, rapidement, pour vous donner une idée, on a quand même reçu 32 candidatures cette année-ci pour le programme.
Et de ces 32 candidatures, on a 10 entreprises qui se sont engagées en route vers l'international. Ces entreprises représentent aujourd'hui, en gros, 70% sont de grandes entreprises. On a 2 PME et une MNI qui est sur le projet. De ces entreprises, 80% sont déjà à l'export, ont eu une expérience en tout cas à l'export. Et en termes de secteur, vous voyez qu'on a quand même une diversité assez intéressante, avec notamment le recyclage qui peut être représenté, l'agroalimentaire qui reste majoritaire, mais on a également une entreprise tech et une entreprise sur le secteur agricole. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, les 10 champions qui représenteront Nice sur le projet en route vers l'international. Je nomme TNT International Foods, Oxenham, PIM Limited, Pressigraph, Grace, Initia, Inodis, Medesfeed, MIPS et IN Safety. Pourtant, c'est vrai, il reste encore un siège. Comme Julien a mentionné et comme on a mentionné, c'est un programme qui accompagnera 11 entreprises. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes, on accepte les candidatures et on espère justement trouver un de vos noms sur cette liste. En tout cas, on leur souhaite, alors je ne dirais pas bonne chance, parce que la chance n'est pas le facteur premier de ce programme. On vous souhaite en tout cas une belle aventure, vous en profitez, vous allez rencontrer des humains fantastiques, vous allez découvrir des opportunités, j'espère, infinies. On vous souhaite de la force, de la détermination et une envie furieuse de faire briller non seulement votre marque, mais le savoir-faire mauricien. Donc, voilà, encore une fois, applaudissons nos 10 candidatures. Peut-être une idée des motivations qui ont poussé ces entreprises à rejoindre le programme. Comme vous voyez, elles sont multiples et elles témoignent en tout cas d'une compréhension des enjeux et d'une volonté réelle à se développer. Voilà. Merci beaucoup Yann et Julien d'avoir présenté le petit dernier de la famille qui a de grandes ambitions. On l'appellera par ça maintenant RJ. Merci beaucoup. Donc à chaque assemblée générale, l'AMM tient à offrir et ouvrir un temps de réflexion sur les évolutions du secteur manufacturier et sur les enjeux qu'il traverse. Dans le passé, nous avons eu plusieurs interventions, notamment d'un économiste des Nations Unies, d'une gender économiste du Charles Telfair sur l'implicité et la diversité, ou encore d'un forum sur l'industrie à Maurice. Cette année, nous invitons l'industriel et observateur François de Grivel à intervenir, une figure emblématique de l'industrie mauricienne. François de Grivel fait partie de ceux qui ont contribué à structurer le développement du secteur manufacturier et exportateur du pays. Son regard à la fois expérimenté et engagé dans le débat économique apporte un éclairage précieux dans le contexte actuel. Monsieur de Grivel, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour, the floor is yours. N'hésitez pas à bien écouter quand vous pouvez après poser des questions. On aime bien les échanges et les questions. Écoutez bien. Merci beaucoup. Bien, bonjour. D'abord, je regrette que le ministre ne soit pas présent, mais je l'ai salué à travers M. Isaac, son adjoint, conseiller en relations extérieures, le cher président Lomans Wong et le cher président Tran, cher CIO Samuel Bouchon, distingués invités, chers membres de conseil d'administration et chers amis. J'ai été bien sûr très impressionné par cette présentation de orientation vers l'international, qui est une excellente initiative de l'AMM. En 1972, la création du DPZ Act a permis un développement remarquable de l'industrie manufacturière jusqu'au début des années 2000, particulièrement dans le domaine textile. L'emploi total en 1975 avait atteint 95 000 emplois directs. La compétition internationale
marqua un tournant, passant de l'industrie de labor-intensive à la manufacture capital-intensive, c'est-à-dire des entreprises de plus en plus mécanisées, avec des investissements lourds pour des produits plus sophistiqués, impliquant une réduction de main-d'œuvre, mais un chiffre d'affaires export toujours en hausse, en légère hausse depuis les 20 dernières années, et le chiffre d'affaires des entreprises exportatrices IPZ représenterait en 2025 approximativement 45 milliards de roupies. Par ailleurs, nous avons tous été témoins de la réduction de l'activité cannière et sucrière mauricienne. Ainsi, lors de l'indépendance, en 1968, 29 unités sucrières étaient opérationnelles, avec une production maximale de 650 000 tonnes de sucre vers les années 1990-93. Alors qu'aujourd'hui, uniquement 3 unités sucrières produisent 245 000 tonnes de sucre et des produits connexes, comme de l'énergie, du rhum, de la calamine. C'est dire qu'il avait fallu et qu'il faut toujours trouver des activités nouvelles pour développer notre pays et nos exportations, ou pour réduire notre déficit commercial beaucoup trop élevé, comme le faisait remarquer Samuel précédemment. De petites et moyennes entreprises voient le jour depuis ces dernières 55 ans dans l'agro-industrie, l'industrie de support, dans la micromécanique, dans les services. Une anecdote que j'aimerais vous mentionner: au moment de l'indépendance, un industriel visionnaire, José Consigny, avait créé une industrie qui exportait des trous, donc du vide. Les trous, c'est du vide. En fait, il s'agissait de percer des rubis et de le retourner vers l'industrie horlogère suisse, qui était à ce moment-là utilisant ce qu'on appelle des mouvements mécaniques par rapport aux mouvements à quartz électronique. Par ailleurs, depuis 1995, l'Association des industries mauriciennes, l'AMM, mise en place par Bachir Karamji, vit le jour et se consolida pour devenir aujourd'hui votre association dynamique sous l'éthique et l'étiquette Made in Maurice, avec une structure juridique adaptée. Je tiens à vous féliciter et à vous encourager à continuer et à vous développer dans un contexte où vous connaissez les risques. Le premier risque est un risque financier. Le deuxième risque, c'est un risque commercial. Troisième, c'est le risque industriel, tel que la formation d'un personnel qualifié et fidélisé. Le quatrième risque est le risque concurrentiel international, avec un coût d'énergie actuellement en hausse. Dans ce contexte, où votre détermination d'être accompagnée d'un management éclairé, je vais vous citer 2 cas de grands chefs d'entreprise français. Le grand patron de Publicis, c'est la première entreprise mondiale de publicité, M. Maurice Lévy, avait écrit un fascicule, La rage de vaincre. La rage de vaincre, retraçant sa vie professionnelle et sa détermination. Et un autre exemple d'un chef d'entreprise, le grand succès de L'Oréal, fondé en 1909 par la création du premier produit cosmétique, la coloration capillaire sans danger, mais réside ce succès surtout dans le développement commercial, où les PDG, principalement François Dalle, dont vous avez entendu parler sûrement, y consacrait 80% de son temps à l'activité marketing. Ainsi, L'Oréal a connu un essor exceptionnel. Cette image Made in Maurice est excellente, mais doit servir d'objectif pour améliorer notre production locale et
et ses exportations, dont l'AMM est trop basée sur l'agro-industrie. Donc, augmenter l'exportation, c'est un élément important de parler des deux intervenants précédents. Les objectifs et perspectives de l'AMM doivent s'orienter vers la diversité, avec une industrie manufacturière ayant une assez forte valeur ajoutée mauricienne pour assurer la pérennité de cette activité telle que mécanique de précision, électronique, robotique, etc. Deuxièmement, avec un secteur informatique dont l'intelligence artificielle, AI, grâce aux compétences des jeunes entrepreneurs mauriciens et étrangers, s'établissant à moyen et long terme à l'île Maurice. Troisièmement, avec des entreprises de logistique, d'impression, d'emballage spécialisées, donc d'industrie de support, et également d'industrie ou entreprises agroalimentaires mieux structurées pour réduire notre dépendance de l'étranger, c'est-à-dire augmenter notre production locale mauricienne. Tout cela ne peut se réaliser sans un partenariat solide, efficace et non pas théorique avec les autorités concernées de l'État mauricien. Ainsi, l'EDB, dont le rôle est considéré pour l'investissement vers Maurice, est considérable plutôt. Ainsi, l'EDB, dont le rôle est considérable pour l'investissement à l'île Maurice, doit consacrer un important budget pour le secteur manufacturier, industriel, qui soit IPZ ou DOE. Ainsi, si le chiffre d'affaires de IPZ DOE est 120 milliards de roupies par an, toutes les entreprises confondues, grandes et petites, l'EDB doit aider au niveau des recherches des marchés à l'étranger, des roadshows bien structurés, de la recherche et du développement, de l'aide à l'investissement à des taux d'intérêt très faibles. Ainsi, si l'EDB consacre 600 millions de roupies, c'est-à-dire 0,5% de ces 1,2 milliard de roupies, de ces 100 000 milliards de roupies, c'est dire qu'ils peuvent aider à redévelopper l'activité de ces entreprises de PZ et DE, et nous verrons certainement, grâce à cela, des résultats positifs et une croissance dans ce domaine industriel pour le bien de l'île Maurice. Nous faisons face, et ce depuis longtemps, à un problème de main-d'œuvre et d'exode de nos compétences. Encore une fois, créer la confiance et assurer le développement pourra revenir les Mauriciens de l'étranger. Autoriser une main-d'œuvre étrangère de qualité et très spécialisée pour nos entreprises est une priorité. De plus, une formation technique adaptée à ce développement par des institutions comme le MITD ou École Saint-Gabriel ou d'autres doit être soutenue et encouragée. Cela est totalement réalisable grâce à l'interaction entre les secteurs privés et les ministères concernés, où dans ces ministères, nous avons de très bonnes volontés et des personnes de compétences avec qui nous pouvons travailler et nous devons travailler. Dans le contexte actuel de la géopolitique mondiale, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, les conflits entre certains pays africains, les coûts d'opération sont affectés. Mais notre politique économique est à plus long terme. Le gouvernement met en place le Industry Bill, qui représente certes un avantage et un incentive et une nouvelle orientation stratégique réfléchie. Par ailleurs, une réduction de la taxe sur le profit
Comme le mentionnait entre autres l'AMM dans ce rapport sur l'industrie civile et sur la prévision budgétaire, serait une excellente décision pour ne pas créer de différence avec les entreprises manufacturières d'exportation. Tous ces produits, tous ces souhaits et demandes ne peuvent se réaliser qu'avec la volonté de tous de réussir. D'une part pour le bien de la nation mauricienne et surtout pour réduire le déficit commercial. Autour de nous, des pays asiatiques se sont développés comme Singapour et la Corée du Sud, ainsi que des pays européens comme la Finlande et la Suisse. Ces exemples nous montrent que la réussite est réalisable avec la détermination de chaque partenaire de notre économie. Je vous remercie pour votre attention. Avec des questions, avec plaisir. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je vous répondrai, si c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Delebel. Avons-nous des questions? Non, je ne vous entends pas. Non, je ne vous entends pas. Est-ce que vous... Je vous vois, je ne vous entends pas. Oui. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Là, c'est bon, super. Alors, nous avons effectivement une question. On passe tout de suite au micro. Bonjour François, c'est Jean-Pierre Houdan de l'Enedis. Allô François, tu m'entends? Oui, j'entends très bien, merci. Oui, c'est Jean-Pierre Houdan de l'Enedis. Vous avez fait allusion aux tensions, à la géopolitique mondiale qui affectent les coûts d'opération. Et avec les conflits au Moyen-Orient, est-ce que vous voyez que la situation va se dégrader davantage? Oui, la question est très pertinente, bien entendu, parce que c'est un sujet d'actualité qui préoccupe le monde entier aujourd'hui. Je dirais que ce conflit qu'on peut appeler américain, israélien et Iran peut durer encore quelques temps. Mais effectivement, nous devons voir ça de façon un peu plus long terme que court terme. J'ai l'impression, avec les négociations qui sont en cours, que Donald Trump est en train d'essayer de réduire ce délai qui est trop long, de délai de conflit qui est trop long. D'ailleurs, comme on sait tous, après 60 jours, il doit avoir l'accord du Sénat pour continuer ses actions, disons, militaires. Donc ça, c'est un aspect politique actuel. Cependant, moi je dirais qu'allons voir ça de façon un peu plus long terme. C'est-à-dire que les conflits et les guerres souvent amènent une relance de l'économie. Je ne dis pas que ce soit souhaitable, mais c'est une relance de l'économie qui a lieu après les conflits, après les guerres. Donc si nous nous plaçons dans une période, dans 2 mois ou dans 3 mois, après donc ces conflits qui devraient s'arrêter, nous devrions voir une relance de l'économie. Donc effectivement, notre premier marché, nous, de l'exportation, c'est l'Afrique. Après ce que nous connaissons, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, ça c'est les marchés traditionnels. Mais l'Afrique, de façon à être moins dépendant de nos importations d'une part, ça c'est une première chose, et surtout pour consolider notre économie. Alors, effectivement, le conflit Moyen-Orient est un souci, le coût est élevé, les coûts du fret, on a remarqué, le coût de l'énergie est élevé. On entend dire dans des rapports internationaux que c'est une catastrophe, et moi je suis un peu moins pessimiste que ces rapports internationaux que je vois de financiers internationaux. Je pense qu'il faut qu'on soit plutôt proactif, c'est-à-dire optimiste, et la réussite est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Une question ici. Question de Samuel Morin.
Bonjour François, merci beaucoup pour ton intervention. J'ai 2 rapides questions. La première, je reviens sur l'exemple très intéressant concernant l'industrie qui exportait des trous, Poncilly à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est quoi, selon toi, notre prochain produit ou savoir-faire assez improbable, là, pour le coup, qui pourrait porter le Willy Morris à l'international? Et ma deuxième question, tu parlais aussi de déficit commercial. Donc selon toi, c'est quoi le levier le plus concret, peut-être pour le réduire rapidement? Merci beaucoup. Oui, merci. Ce qui se passe, c'est que, effectivement, exporter des trous, c'est un exemple qui est intéressant parce qu'on est sur le de l'air. À un moment donné, les Suisses avaient réussi à exporter ce qu'ils appelaient le air suisse, c'est-à-dire ils vendaient des boîtes colorées. Et à l'intérieur des boîtes colorées, il y avait de l'air suisse, mais la boîte était fermée. Donc c'était une façon d'exporter la Suisse. Mais ça, c'est un exemple un peu plus, je dirais, anodin, si je peux dire, dans ce sens-là. Non, mais cependant, notre objectif maintenant, c'est de s'organiser pour pouvoir faire plus de valeur ajoutée avec les produits qu'on peut exporter. Moi, je viserais plutôt les produits qui sont liés à la mécanique de précision, à ce qu'on appelle les produits paramédicaux, qui sont aussi des produits qui sont relativement intéressants pour l'industrie mauricienne, une industrie locale et une industrie d'exportation. Des produits qui rentrent dans l'aéronautique, c'est un peu complexe l'aéronautique, parce que pour entrer dans la production de composants aéronautiques, il faut avoir ce qu'on appelle des autorisations de IATA, c'est un peu complexe justement, et ça prend parfois presque 2 ans pour obtenir des autorisations de faire des composants pour l'industrie aéronautique, alors que c'est un avenir majeur et les Chinois sont en train d'acheter une importance sérieuse dans ce domaine. Donc ça c'est une chose. Je pense qu'il faudrait qu'on soit très prudent sur notre développement économique, parce que quand on parle de finance, on parle d'informatique et même de tourisme, quelquefois ces activités sont des activités qui sont des activités de service qui peuvent disparaître s'il y a une concurrence trop forte ailleurs, ou s'il y a des soucis locaux dans le domaine du tourisme, par exemple, c'est des soucis locaux, les touristes ne viennent plus dans le pays où il y a des soucis, il y a des difficultés. Mais cependant, je crois que nous devons être visés sur une entreprise qui est du long terme, c'est-à-dire qui est entre 5 et 10 ans de développement. Pourquoi? Parce qu'on investit lourd, on investit avec des moyens qui coûtent cher. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je pense qui est importante, c'est que notre aide à l'investissement soit beaucoup plus conséquente, comme je le disais précédemment, avec des taux d'intérêt très faibles. Les taux d'intérêt mauriciens, nous savons tous, à la banque, c'est entre 6 et 8% qui est élevé. Et bien entendu, ces taux d'intérêt doivent être beaucoup plus faibles et plus long terme dans l'avantage des entreprises et bien sûr des avantages fiscaux dont on parlait précédemment. Et ainsi, tout ça, ça permet de créer de la richesse et la croissance dans un climat de confiance. La confiance, c'est la partie la plus sensible. Quand je dis confiance, ce n'est pas la confiance à l'intérieur du secteur privé, mais secteur privé, secteur public, on s'aperçoit que le secteur public est prêt à travailler avec le secteur privé, mais il faut que ce soit concret et que les décisions qui sont proposées soient mises en place rapidement. Donc le climat de confiance est essentiel pour notre développement économique. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Nous avons encore une question au fond de la salle. On vous amène le micro. Bonjour François, c'est Alain Foulon, directeur du magazine Éco Austral. En fait, je voulais t'interroger sur un secteur qui fonctionne bien à l'export, qui est le secteur des dispositifs médicaux.
avec Natec Medical, qui est une entreprise qui travaille essentiellement à l'export, et en plus sur un marché quand même apparemment difficile, c'est le marché indien, où l'entreprise exporte des cathéters à ballonner, et donc ce qui montre aussi qu'une entreprise peut être très plus présente sur le marché local et très forte à l'export, puisque les hôpitaux mauriciens n'achètent pas ces cathéters. Mais sans doute ils l'achètent indirectement, parce qu'ils exportent des marques blanches en Inde, les groupes indiens mettent leur marque, et ensuite peut-être les exportent à Maurice. Et d'après le fondateur de Natec Medical, donc Vincent Lagarde, il y aurait un potentiel important pour développer ce secteur à Maurice avec des groupes américains qui pourraient venir s'installer. Voilà, donc je demandais à François de Villa qu'est-ce qu'il en pensait. Des fois, c'est des choses Merci pour ta question. C'est une question qui m'intéresse depuis longtemps d'abord. Je vois bien le développement de Natec, qui est une des grandes entreprises mauriciennes dans le domaine paramédical. Il y en a d'autres, il y en a 2 ou 3 autres qui sont remarquables dans le domaine de leur réussite. Mais ce domaine paramédical est important. Je vais personnellement visiter en Suisse une entreprise américaine qui fabriquait ce qu'on appelle des pacemakers, ou c'est pas que le pacemaker, mais des produits équivalents au pacemaker pour le rein, pour le cœur et pour d'autres organes humains. Et c'est une entreprise américaine qui était prête à venir s'installer à l'île Maurice il y a une quinzaine d'années. Et puis finalement, il y a eu une orientation différente de la direction générale. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on parle de produits sophistiqués paramédicaux, il y a tout ce qui est l'accessoire dans le domaine paramédical. Ça veut dire que ce n'est pas l'objet lui-même qui est, disons, le pacemaker par exemple, mais c'est tout ce qui vient à côté de cet appareil qui est important. Et je pense qu'on est à même de le faire à l'île Maurice, parce que ce sont des produits qui sont considérés comme légers, pour pouvoir supporter le coût du fret aérien, vu que dans beaucoup de cas, c'est nécessaire d'être réactif et d'avoir une livraison très rapide, que ce soit à l'importation d'une part, c'est le produit matière première, et à l'exportation pour le produit fini. Je pense que le paramédical, enfin tout ce qui est associé à ce domaine, les prothèses du genou, les prothèses de hanche, enfin différentes prothèses qu'ils font. C'est aussi, j'avais visité une entreprise en France, dans la région de Besançon, et je pense qu'il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi j'insiste énormément sur le rôle essentiel de l'EDB. Moi, je suis un observateur, comme vous le disiez tout à l'heure, le rôle essentiel de l'EDB, parce que l'EDB a les moyens, il ne doit pas se concentrer sur ce qu'on appelle l'investissement immobilier vers l'île Maurice, c'est trop limité, mais vers l'investissement qui soit industriel, manufacture et agro-industrie aussi, il y a du travail à faire. Donc, Alain, dans ce domaine que j'appelle paramédical, c'est une des branches qu'il faut approcher, mais ce n'est pas la seule, il faut faire d'autres recherches, et puis que l'EDB ou le gouvernement, le ministère de l'Industrie s'implique de façon extrêmement active pour le bien de nos entreprises. Merci beaucoup pour la réponse et pour la question. Vu que je suis entre vous et votre déjeuner, je vais autoriser une seule question de plus. Est-ce qu'il y en a? Bon, tout le monde a faim. Alors, mesdames et messieurs, il y en a une. Ah, Eric, vas-y. Question de Eric Corson. Bonjour François, Eric Corson. J'aurais aimé avoir votre avis sur le fait que, sachant que au niveau du secteur manufacturier local, nous sommes un peu en peine de compétitivité, les coûts de production n'arrêtent pas d'augmenter, entre autres, l'énergie, la difficulté d'avoir des ressources humaines locales. Est-ce que l'internationalisation est vraiment la voie de survie pour ce secteur manufacturier?
Eric, c'est une bonne question. Je pense de toutes les façons que nous sommes obligés de travailler vers l'extérieur, vers l'international. Pourquoi? C'est parce que nous gagnons en devises étrangères et ça permet de rééquilibrer notre balance commerciale. Ça, c'est un aspect, disons, un peu financier, théorique. Maintenant, sur l'aspect pratique, effectivement, nos coûts mauriciens sont élevés, nos coûts d'énergie, enfin, différents coûts sont élevés. La main-d'œuvre, elle est compétente, mais elle est chère et devient rare à l'île Maurice, malheureusement. Je pense que l'exportation, le travail à l'étranger, la complémentarité d'une entreprise qui pourrait être avec des succursales en Afrique, n'importe où en Afrique, permettrait peut-être d'attaquer ces marchés africains avec un coût d'opération plus faible et un prix de vente plus intéressant. Donc c'est une sorte de diversification vers d'autres pays. On est, nous à Maurice, considérés comme assez chers par rapport à l'Afrique, mais sauf l'Afrique du Sud devient cher aussi. Mais je crois que c'est essentiel que nous nous intéressions à l'étranger. Il y a un autre exemple qui est intéressant ensuite, c'est que peut-être que vous l'avez déjà vu, Singapour est un pays où le coût de main-d'œuvre est plus élevé de nous, de loin, à peu près 4 fois plus élevé que l'île Maurice, 4 à 5 fois plus élevé que l'île Maurice. Mais ils arrivent à être très compétitifs sur le marché international. Donc Singapour est un exemple qu'il faut suivre ou bien réfléchir avec ou à côté d'eux pour se dire comment faire pour améliorer notre industrialisation, quelle qu'elle soit, avec les exemples qui sont des... On ne réinvente pas la roue avec les exemples, comme je disais tout à l'heure, Singapour, la Suisse en Europe, la Corée du Sud, pourquoi pas, mais on a les moyens. La question est la main-d'œuvre qualifiée, la disponibilité de main-d'œuvre, principalement. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Rivel, pour votre temps. Nous espérons pouvoir vous accueillir chez nous un jour, peut-être en présentiel, dans notre humble cocotte. Mesdames et Je vous messieurs. remercie pour votre attention et j'ai été très heureux de participer à cette réunion et bonne chance à la MM surtout. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séquence. Les échanges ont bien montré le contexte est exigeant. Et l'AMM continuera de jouer son rôle dans cette dynamique avec une équipe engagée et convaincue du futur de l'industrie mauricienne. Je vais d'ailleurs me permettre de demander à ces membres de notre équipe que vous avez dû apercevoir au fur et à mesure de la journée ou de la matinée. Certains d'entre nous avons été mentionnés, mais pas tous. Donc j'aimerais demander aux membres de notre équipe de se lever pour que tout le monde puisse bien les voir et bien enregistrer leur visage et vous les présenter. Donc vous avez dans l'équipe de Monsieur Yann Charlotte Montrouvirène, ici, que vous voyez. Dans l'équipe de Tana, vous avez bien sûr Chiksha, qui est de l'autre côté. Dans l'autre cocotte, donc à la communication et au branding. Vous avez Yannick Ampetit et sa collaboratrice Mathilde qui nous a rejoint cette année. Et vous avez dans mon équipe du Sustainability et Community Building, Sophie Mutel, qui nous a aussi rejoint, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et bien sûr, Samuel Mojon. Est-ce que j'ai raté déjà? Non? Ah non. Anne Landau, Head of Operations, du coup, aux côtés de Sophie. Donc, merci beaucoup à tous. Vous pouvez les applaudir. Qui a hâte de vous retrouver à nos côtés sur nos événements, nos rendez-vous réseau et bien sûr sur le terrain. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus, merci à nos membres, merci aux institutions, merci à nos partenaires, merci à nos collaborateurs, merci aux membres du conseil qui sont avec nous et qui nous soutiennent tous les jours. Donc, pour l'instant, je vous inviterai donc à vous lever et à profiter d'un petit networking et de quelques relations et de discuter de croissance en mangeant des croissants.